À la une ce soir, l'enfer des sargasses à Capesterre de Marie-Galante est total. Chaque jour, la commune procède au ramassage de tonnes d'algues brûles, des arrivages constants et massifs, une plaie qui met carrément au bord de l'effondrement l'économie de la commune. Et les commerçants, quant à eux, crient famine, plus de clients, plus de mouvements, des charges qui continuent de s'accumuler. Certains parlent même d'une possible évacuation des lieux. Le reportage de nos envoyés spéciaux en ouverture de ce journal. Et puis défilé du 1er mai, à quoi faut-il s'attendre? Les principales organisations syndicales ont fixé leur feuille de route. Que prévoit-elle? Jean-Marie Nomertin, secrétaire général de la CGTG, sera avec nous. Il est l'invité de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Quand Marie-Galante sortira-t-elle de l'enfer des sargasses? Depuis plus d'une semaine, la commune de Capesterre est asphyxiée par les algues brunes. Chaque jour, les équipes déblaient près de 150 tonnes de sargasses. Reportage de nos envoyés spéciaux, Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Envahie depuis plus d'1 mois, la commune de Capesterre de Marie-Galante fait face à une situation sanitaire sans précédent avec l'échouage d'algues sargasses dans le bourg. Depuis 1 mois, on retire chaque jour entre 120 et 150 tonnes de sargasses par jour. Je pèse bien mes mots, 120 et 150 tonnes par jour. On a 2 engins à chenilles qui travaillent en permanence, 3 tractopelles normales, et 4 camions, 3 de 30 tonnes, ça veut vous dire, et plus des tracteurs qui transportent la canne, c'est des 30 tonnes. Vous voyez tous les moyens que la commune a mis à disposition pour pouvoir éradiquer ce phénomène que je dis en plus qui est nocif pour la santé. C'est vrai que l'ARS nous dit qu'à 5 ppn bon, les gens peuvent rester. Mais moi je dis pas au moment, quand vous êtes juste au port de pêche, on a mesuré à certain moment il y avait 13 ppn. Et c'est vrai que Madame le maire, on a pris un arrêté pour empêcher les gens de pratiquement de faire du sport et de circuler. Pour les riverains, le plus dur à supporter reste cette odeur nauséabonde qui plane dans tout le bourg de la commune, sans oublier les autres symptômes physiques. Moi, j'habite ici, pas le littoral, sur le littoral, mais moi, un pied en retrait de la Rita, moi, dans l'autre bord. Mais tous les jours, c'est une catastrophe. Parce que l'odeur sulfurée là, qui gagne là, ça n'est pas bon pour personne. Tous les jours, on a levé, on a des courbatures, on a mal à la tête, et puis, j'ai brûlé. Nous avons brûlé aussi. Corps pas si pas tenir rien. Ça n'est pas bon. Il faut trouver une solution. La situation est catastrophique. Et je ne sais pas si ça va finir un jour, mais je crois qu'on va même nous évacuer parce que franchement, ma mère habite là et elle est âgée, elle est déjà malade. L'odeur. Ah ouais, c'est un fait. Hein. Ah ouais. Mais pourtant, il nettoie. Le lendemain, il y a autant. Alors ça finira jamais. De temps en temps, il faut admettre qu'on doit quitter le bourg, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas rester. Il y a du travail qui se fait éventuellement, mais d'un jour à l'autre, c'est comme si c'était du travail pour rien. En fin de journée, quand ils ont fini, tout est clean, le lendemain matin, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. C'est vraiment infernal. Tout échouage d'algues dans les 300 mètres de la commune est de la responsabilité du maire. Capesterre de Marie-Galante a d'ores et déjà déboursé environ 70 000 € pour tenter de résorber le phénomène et permettre à ses riverains de respirer un peu d'air frais en attendant les solutions pérennes. Et ces émanations de sulfure, d'hydrogène à la coquette odeur d'œuf pourri font fuir les éventuels touristes, ce qui plombe également le moral des commerçants. On regarde le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. Pas facile d'être commerçant à Capesterre de Marie-Galante avec ce nouvel échouage massif entre clientèle aux abonnés absents et odeurs nauséabondes. Et nous le vivons mal. Depuis que les sargasses sont arrivés à Capesterre, Capesterre il est mort, vous voyez. Nous sommes épicerie, boulangerie, pâtisserie, nous n'avons pas de clients. On galère quoi. Hein? Nous avons aussi l'hôtel en haut, c'est tout un problème. Depuis le matin, on est ouvert à 6h30, pas de personne, excepté quelques petits bricoles, mais sinon ça ne va pas. Les sargasses, ça nous met en arrière, on n'y arrive pas, on ne voit pas le bout du chemin. Depuis 1 mois et demi, on subit ce genre de situation. Il n'y a personne. Quand un commerçant vient travailler, mais juste pour ne pas rester à la maison, on vient ici. Parce que comme j'habite tout près, alors c'est pour ça. Mais je vous dis, c'est tellement dur, surtout quand on a des choses à payer. RSI,
Les charges, les fournisseurs, moi j'en ai des fournisseurs qui me comprennent, mais tu as la marchandise, tu ne le vends pas. Je suis là de lundi à dimanche, il n'y a personne. Même constat du côté de ce restaurateur, bien qu'il n'y ait pas d'algues dans son secteur, la clientèle se fait de plus en plus rare. La clientèle a déserté nous plus de 80% à 90%. Ça veut dire, c'est pas moi seulement, c'est tout restaurateur Capesterre. Il déserté. Ça veut dire des gens qui étaient habitués faire 100% couvert, à l'actuel qui fait 2 à 3%. Et au niveau de santé, moi je prends plutôt pour cause de la population là qui habite en commune là. Ça veut dire que la commune là vraiment il pas senti bon. Ça veut dire qu'on a respiré ça tous les jours. Mais par rapport à les plages là, nous ne pas prendre l'odeur qu'on là. Mais ça veut dire qu'au niveau de clientèle, là, nous peut être. En attendant une situation de nouveau normale dans leur commune, les commerçants restent fidèles au poste et au service de la population, tout aussi incommodés par ces algues et leurs mauvaises odeurs. Et l'État doit-il reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour les sargasses? De nombreux Marie-Galantais le pensent. Un collectif a d'ailleurs lancé une pétition adressée directement au président de la République. Elle comptabilise à ce jour près de 13 000 signatures. Et puis en Martinique, après 27 jours de grève, le réseau Mosaïque a repris du service aujourd'hui. La CFTU a finalement réussi à résoudre ses conflits entre ses anciens sous-traitants et ses employés. Pour dédommager les usagers, l'accès au bus était gratuit toute la journée. Reportage Alizé Lutran, Guy Raphaël René. À peine les bus arrivés en gare, ils sont pris d'assaut par les usagers. Après presque un mois sans transport, hors de question de louper son tour. C'est un vrai soulagement, parce qu'on a galéré quand même, il fallait. Je pense que ça ira mieux après. C'est agréable, ça fait plaisir, puis on dit c'est gratuit. Mais ça tient bien, normalement. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, Jeanne a pu reprendre ses activités ce matin, et pas des moindres. On fait tout ce qu'il y a à faire. Là, maintenant, je vais aux dépôts, déposer ma feuille dépôt. Je profite pour tout faire. En guise de dédommagement, les usagers ont pu voyager gratuitement aujourd'hui, mais la mesure ne convainc pas forcément. C'est pas suffisant. Un jour, c'est pas suffisant. Parce que nous avons souffert trop pendant ce mois-là. Voir les bus circuler de nouveau est peut-être un soulagement pour beaucoup, mais certaines personnes sont toujours échaudées par ce mois de paralysie. Sereine, je pense que sereine c'est un trop grand mot, parce qu'aujourd'hui ils sont là, mais peut-être demain ils sont là. C'est une cache, une grève en cache, une autre. Voilà. Après 27 jours de pourparlers entre la CFTU et ses anciens sous-traitants, les accords de transfert ont enfin pu être finalisés samedi. Sans ombre au tableau, rien ne devrait désormais empêcher les bus du réseau de rouler normalement. Et puis en Martinique, toujours des photos posées devant un lieu de mémoire dans la commune du Diamant font scandale. On y voit une femme dans son plus simple appareil avec des poses obscènes. Les habitants crient au scandale. Reportage Louis Sabas. Elle pose nue devant le mémorial aux esclaves du Diamant. Des photos d'une inconnue qui circulent et qui enflamment les médias sociaux martiniquais depuis quelque temps. Des images qui surprennent et interpellent Florence et Noël, ces touristes venus découvrir le monument de l'Anscafar, hommage aux esclaves qui ont péri non loin de là suite à un naufrage. C'est scandaleux, ça ne devrait pas être, même quand on n'est pas d'ici, ça ne devrait pas exister ça. Dans le bourg, ils sont nombreux à avoir reçu ou entendu parler de ces clichés. Ici, on s'interroge sur les motivations de l'inconnu. Elle a fait son choix, mais je pense qu'elle n'a pas compris exactement qu'est-ce que c'est que le Cap 110. Avant de faire ça, elle aurait dû chercher à connaître l'histoire. Ça peut paraître extrêmement choquant, dans le sens où c'est un site assez symbolique pour la mémoire antillaise, pour la mémoire même du Diamantinois. C'est vrai que cette forme d'exhibition autour d'un endroit aussi sacré qui rappelle une histoire assez difficile peut choquer en tout cas les sensibilités de chacun. La surprise et la consternation, les sentiments des Diamantinois interrogés. Pourtant, ces photos datent de près de 5 ans. Régulièrement mises en avant sur les réseaux sociaux, elles créent à chaque fois un buzz. Ce qui n'empêche pas, pour certains, de prendre la chose avec un peu de recul et d'humour. Ça va faire connaître le monument à beaucoup de Martiniquais. Vous savez, les gens qui habitent Sainte-Marie, Marigot, tout ça, ils entendent parler, mais ils ne savent pas. Mais là, ils vont l'avoir devant eux. Et puis, c'est pas mauvais pour le mémorial, hein,
mon ami Valère doit être content parce que toute la Martinique saura qu'il y a un mémorial au diamant à l'Anscafa. La municipalité du Diamant ne semble pas partager cet humour. Dans cette affaire, elle va porter plainte afin que la solennité des lieux soit dorénavant respectée. Et la journée de demain devrait être l'occasion d'une démonstration unitaire entre plusieurs organisations syndicales. 10, d'ailleurs, ont promis un défilé du 1er mai plus revendicatif que les années précédentes, qui prendra le départ au petit matin devant le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Pour parler de ce rendez-vous syndical, Jean-Marie Nomertin, le secrétaire général de la CGTG, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jean-Marie Nomertin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, à quoi devons-nous nous attendre? Prédisez-vous une manifestation d'une grande ampleur? Tout concorde dans ce sens-là. Parce qu'au vu des problèmes auxquels nous sommes confrontés, les travailleurs, population laborieuse, les pauvres, mais surtout au-delà. Parce que nous sommes dans un pays, effectivement, où les travailleurs vont revendiquer d'augmentation de salaire, ce qui est normal. Là, on vient de l'apprendre, le prix du carburant va augmenter, 4 centimes sur le samplon, 5 centimes sur le gasoil. Et donc, il y a de quoi, effectivement, pour réclamer l'augmentation de salaire, et d'interdire les licenciements, mais surtout aussi par rapport au problème. Vous avez évoqué tout à l'heure dans un sujet sur les phénomènes des sargasses, les choix des sargasses, mais il y a aussi le CHU, il y a aussi donc l'eau qui ne coule pas dans les robinets, et bref, il y a le transport qui n'est pas fiable et efficace, bref, il y a tout un ensemble de choses qui nous poussent à... En tout cas, il y a au moins une raison pour que nous soyons tous mobilisés. Et on ne peut pas donc dire... Les problématiques, en tout cas, ne manquent pas en ce moment pour l'archipel guadeloupéen. Demain, la marche sera un défilé symbolique, davantage pour montrer l'unité syndicale sur tous ces fronts. Hein. Le 3, ce défilé, cette mobilisation, cet appel à la mobilisation, là, qui prend un caractère différent. Y a-t-il, selon vous, des dossiers prioritaires ? Dans l'immédiat, ce qui nous importe, c'est de surtout commémorer la Journée nationale des travailleurs. C'est pour nous, dans le monde, les travailleurs revendiquent, ça c'est une chose. Deuxièmement, il y a des problèmes auxquels nous sommes confrontés, comme je vous l'ai dit. Et le 3, c'est pour nous, encore une fois, l'occasion de poser les véritables problèmes, de dire, voilà... Quels sont pour vous les véritables problèmes? Eh bien, on l'a dit, il y a le problème des licenciements qui sont légion maintenant, encore plus avec les ordonnances de M. Macron sur la rupture conventionnelle collective, sur la possibilité des employeurs de licencier, même si l'entreprise fait des bénéfices à l'échelle, enfin le groupe fait des bénéfices à l'échelle internationale, mais si en Guadeloupe et en France, il y a des difficultés, on pourra licencier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc il y a ça, il y a la précarité, il y a aussi quasiment la misère qui s'installe. Donc nous avons des réponses à apporter, des réponses concrètes, et ça passe justement par l'action sur le terrain et la mobilisation. Alors on est en train de discuter et pour nous dire que les choses iront de plus en plus de mal en pis. Récemment, il y a un sujet sur lequel on dit que oui, le trafic, la commercialisation des produits illicites, les trafics de drogue vont s'amplifier parce que les Vénézuéliens ont décidé d'envahir et de s'installer dans la région. Mais quelle réponse qu'on a apportée par rapport à tout ça? Donc, encore une fois, la question essentielle, c'est surtout les sujets cruciaux, les problèmes sociaux, la jeunesse. On a le sentiment que tous les sujets sont cruciaux. Le problème du chômage, chlordécone, le CHU. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, est-ce que ce ne serait pas préférable de de faire une priorité au niveau des sujets à aborder? Mais on ne peut pas. Toutes les questions sont vitales. Donc on peut tout régler en même temps? Mais il faut une décision politique. C'est tout le contraire. On s'accorde à le dire aujourd'hui. C'est le constat que l'on fait. Il n'y a aucune réponse. Sur le CHU, il devait avoir une réponse appropriée. On a minimisé les faits, on a minimisé l'incendie. Et aujourd'hui, on découvre toute une série de situations difficiles, tant pour les patients, tant pour tous ceux et le personnel et tous ceux qui fréquentent donc le centre hospitalier, enfin, entre guillemets, qui n'est plus un centre hospitalier. Donc voilà, c'est vrai. Ça pose un problème. Vous et moi, nous sommes présents ici. Qui dit que si on a un problème de santé, on sera en vie demain? Est-ce qu'il ne faut pas justement prioriser? Oui, mais pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. La priorité des priorités, ce n'est pas aujourd'hui quand on parle du CHU. Depuis 2002, la question est posée. Tout le monde a fait la sourde oreille, surtout les décideurs. Et aujourd'hui, nous sommes sans un hôpital encore hospitalier qui ne pourra pas former des futurs médecins, qui ne pourra former des futurs internes, et qu'aujourd'hui, la réalité est là, et nous sommes quasiment
revenus à l'état de la préhistoire, en quelque sorte, sur la question de la santé. Jean-Marie Nomertin, l'équipe régionale lance de nombreux projets. Le dernier investissement en date est l'aquarium de Guadeloupe. Son aide aussi aux producteurs de bananes pour sauver la filière. Quel regard, justement, portez-vous sur les actions du président de région? Je pense à la banane. C'est un dossier que vous connaissez bien. Vous l'avez dit, il aide surtout les planteurs. Au moment où je vous parle, il y a 2 mesures qui ont été prises, 2 dispositifs par rapport au passage du cyclone Maria au mois du 18 septembre. C'était 1, priorité à la formation, 2, le chômage partiel, pour éviter les licenciements. Aujourd'hui, il y a des licenciements en cascade. Donc, on continue justement à arroser les planteurs alors qu'on n'a pas de contrôle sur les fonds, on n'a rien, on n'a pas de lisibilité et ils commencent à encaisser sans pour autant qu'il y ait de compte qui soit rendu sur la question de l'emploi et surtout sur le problème social des travailleurs de la banane qui sont toujours d'actualité. Merci Jean-Marie Nomertin d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, nous avons interrogé d'autres représentants des autres organisations syndicales. Il y en aura 10 normalement demain, afin de passer en revue les grandes problématiques du moment. C'est ce qu'a fait Karen Diama, c'est ce qu'ont fait Karen Diama et Patrick Curie. Demain, plusieurs organisations syndicales seront réunies avec un seul et même objectif, mettre en avant les multiples problématiques de la société guadeloupéenne. Aujourd'hui, le pays est malade. Nous n'avons pas d'eau, nous avons du chlordécone, nous avons des problèmes de sargasses, nous avons des problèmes liés à la santé avec un CHU qui n'est pas en opération, en état de marche. Nous avons également des problèmes spécifiques dans un certain nombre de niveaux. Au niveau de l'école, bien sûr, nous avons les fermetures de postes et les suppressions de classes qui appellent à mobilisation. Nous avons notamment la problématique sur Marie-Galante où pratiquement 2 collèges sur 3 risquent de disparaître. Et puis dans les autres domaines d'activité, nous avons des problèmes de chômage à régler, des problèmes d'accès à l'emploi. Nous avons également des problèmes de précarité à résoudre. Des centaines de travailleurs se joindront comme chaque année à cette fête du travail qui au fil des ans retrouve sa véritable définition. Beaucoup ont voulu faire croire que le 1er mai était la fête du travail, mais le 1er mai, c'est un jour de commémoration des luttes des travailleurs. Donc, et clairement, le 1er mai, c'est un jour où justement nous exprimons nos besoins, nous exprimons nos angoisses, nos difficultés, mais surtout nous mobilisons donc les travailleurs pour que justement ils puissent se mobiliser et faire de telle façon que leurs droits soient respectés, que leur accès à la santé, à l'emploi, au travail soit également respecté. Le rendez-vous est donc fixé à demain, devant le palais de la Mutualité. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous nous intéresserons à l'emblématique fleur de la fête du travail. Et puis, que pensez-vous du non-recours à la violence pour éduquer vos enfants? Nous vous allons poser la question. Après une année 2017 en berne, en raison des mouvements sociaux, voici que les fleuristes de Guyane s'apprêtent à vendre leur fameux muguet. L'occasion pour nos confrères d'ATV Guyane de prendre le pouls de l'activité économique et surtout le moral des Guyanais. Reportage Gaël Ouassi. Comme chaque année, à la veille de la fête du travail, les petites mains s'affairent autour du muguet. L'an passé, en raison du mouvement social, ces petites fleurs étaient très rares. Une période que les fleuristes peinent à oublier. 2017 est une année qu'on préférerait oublier. Voilà, il n'y aura pas plus de commentaires, mais c'est vrai que ça nous a porté beaucoup de tort. On s'est un petit peu adapté, sachant que la Guyane était en période de grève. Nous personnellement, nous n'avons pas importé, on n'aurait pas pris le risque d'importer du muguet l'année dernière. Cette période, elle a été très dure et je vous assure, et cette année, je ne voulais même pas en commander parce que la vente est très calme en ce moment. Mais je dis quand même qu'il y a des gens, il ne faudrait pas oublier. Alors j'ai commandé un peu, mais c'est très calme. Si certains espèrent un regain d'affluence, d'autres se montrent déjà beaucoup plus optimistes. Cette année, ça s'annonce très bien. Le muguet est arrivé, tout beau, tout frais. Donc nous serons ouverts demain pour accueillir la clientèle. On espère justement qu'on puisse continuer et justement donner à la Guyane ce qu'il faut et ce que les gens attendent. Voilà, donc cette année, je pense que ça va être une année merveilleuse. Pourquoi sauve-t-on des brins de muguet depuis la Renaissance? Le muguet, c'est le porte-bonheur. Un brin de muguet, ça fait toujours plaisir, ça a une odeur agréable, ça prouve un amour aussi, parce que dans tout, il y a l'amour. De sorte que juste un brin de muguet, et ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Vous serez certainement très nombreux demain à respecter cette tradition. Qui n'a pas son brin de muguet?
C'est dramatique si on ne l'a pas. Et nous venons tout juste de l'apprendre, la mort du curé de la paroisse de Saint-François, Père Serge Cyril, âgé de 74 ans. Il a été retrouvé sans vie dans son presbytère cet après-midi, selon nos informations. Il aurait été victime d'un malaise cardiaque. Mais nous y reviendrons, bien entendu, dans notre édition de demain. Et si les fessées, les coups de ceinture et les martinets n'étaient pas la réponse pour réussir à éduquer son enfant, ce lundi, consacré à la journée mondiale de la non-violence éducative, on écoute d'ailleurs vos avis sur cette question, des propos recueillis par Karine Diama et Patrick Curie. Par rapport à l'éducation que moi j'ai eue avec des fessées, c'est grâce à ça, aujourd'hui, j'ai déjà 65 ans, que j'ai gardé cette même éducation. Et pour mes enfants aussi, qui ont la trentaine et la quarantaine, c'est par rapport aux fessées, ils sont bien debout et qu'ils peuvent faire l'éducation de leurs enfants aujourd'hui. C'est difficile d'avoir une opinion. Je pense que c'est comme en médecine. Il y a un cas il y a des choses qu'on fait selon sa pensée, selon le cas, mais il n'y a pas de généralité qu'il faut taper tout le monde ou qu'il faut taper personne. Moi, je suis partante pour déjà corriger l'enfant. Moi, je mets mon fils en punition. Je lui parle une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Je lui dis, bon, écoute, maman t'a déjà parlé, tu comprends très très bien, je te mets dans le coin. Je le mets dans le coin. Mais il s'avère que des fois, les enfants persistent et repersistent. Donc, des fois, donner une petite tape sur les fesses, ça dérange en rien. La fessée, je ne suis pas trop pour. Je dis bien trop. Mais cependant, on peut pincer un petit peu les oreilles, pas pincer, hein, tirer un petit peu les oreilles, parce que là, je pars du principe qu'il faudrait peut-être pas confondre fessée et enfant martyr. Ça dépend de la situation en fait. Je pense qu'à certains moments, l'enfant mérite sa petite fessée, mais sinon je trouve pas ça si grave que ça aussi. Il faut la donner au bon moment, pas tout le temps, ça sert à rien. Moi je suis pour, parce que j'ai fait que ça. Corriger. Corriger. 4 garçons bien corrigés. Ça c'est sûr. Et aujourd'hui? Ah, fière de l'être. Fière de l'être, madame. Eh bien, visiblement, la fessée a encore de beaux jours devant elle. Et puis, c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Goyave, Gosier et à Carac-aux-Abîmes, les coupures sont prévues chez vous demain soir à partir de 18h avec un retour le lendemain dès l'aube. Et puis, les automobilistes paieront leur litre d'essence plus cher ce soir à compter de minuit. Comptez 4 centimes de plus pour le super sans-plan et 5 centimes de plus pour le gazole. Et la bouteille de gaz, elle diminue de 23 centimes, passant ainsi à 19,63 €. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 30 avril. Nous l'avons vu ce soir, l'enfer des sargasses à Capesterre-Belle-Eau est total. Chaque jour, la commune procède au ramassage de tonnes d'algues brunes, jusqu'à 150 par jour, et ce depuis un mois. Des arrivages constants, massifs, une plaie qui met carrément au bord de l'effondrement l'économie de la commune. Les commerçants, eux, crient famine. Plus de clients, plus de mouvements, des charges qui continuent de s'accumuler. Certains parlent même d'une possibilité d'évacuation des lieux. Et puis, défilé du 1er mai. À quoi faut-il s'attendre? Les principales organisations syndicales de la Guadeloupe ont fixé leur feuille de route. Rendez-vous demain 8h30 devant le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Jean-Marie Nomertin, secrétaire général de la CGTG, était avec nous ce soir. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.